Ok, bonjour tout le monde. Ici Alex et après une vanne qui restera un peu, une vanne sous la ceinture qui restera off et qu'on va pas publier sur YouTube. On démarre donc cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec Maxime Meyassou, que vous connaissez peut-être. Je vais te présenter en quelques lignes. On va voir si c'est accurate et après je te donnerai le relais. Max, en gros, tu es grand par la taille, grand par le cœur, grand par la vision également. C'est ça. En quelques lignes, donc ancien banquier, ça fait quelques années après, je crois, un BTS ou en tout cas quelque chose comme ça dans le milieu de la banque. Tu t'es intéressé au dev perso en général. Suite à ça, tu t'es dit, tiens, tu étais dans ta piole et tu t'es dit, je vais commencer avec de l'infoprenariat. Ça a avancé, tu as créé notamment une agence marketing. Et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à créer cette agence marketing? C'est un grand principe parce que tu es, entre autres, donc, tu es beaucoup passionné par le Japon, très passionné par le Japon et aussi de Napoleon Hill. Et il y a notamment cette phrase qui t'a fait percuter de lui, c'est que l'idée, c'est pas forcément d'être le meilleur partout, mais c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et donc, partant de ce principe, tu as créé l'agence MLX, c'est ça, C'est qui proposait du done for you aux différents acteurs du web, que ce soit principalement de l'achat d'espace pub et ensuite création et optimisation de tout l'écosystème. Tu as fait ça un certain temps avec des bons côtés, avec aussi les mauvais côtés, on en parlera peut-être plus tard. Et après, tu as fait évoluer ta vision parce que tu as une vraie vision. Je me faisais la réflexion justement avec Julien la dernière fois quand tu nous faisais la masterclass sur l'IA. Tu as une vraie vision business et tu t'es dit, bon, l'agence c'est cool, mais bon, du done for you, à chaque fois, c'est toi qui en prends plein le museau là, comparé à d'autres prestats. Et surtout, si je veux aller plus loin, si je veux impacter plus, si je veux vraiment avancer en mode grosse avancée, c'est pas forcément un client de plus ou de moins qui va m'y amener. Et il y a eu aussi un vent, peut-être que tu as été un des premiers à en parler. Il y avait aussi Margot Klein, je crois, à l'époque, qui en tout cas était dedans, elle. Tu as muté vers ce qu'on appelle de l'equity. Et donc, de l'equity, c'est quoi? C'est en gros, tu prends des parts chez une entreprise et soit tu injectes de l'argent, soit avec du sweat equity, du sweat donc de transpirer. Au lieu de mettre de la caillasse, tu mets toi ta plus-value, on va dire ton expertise. Et donc, de là est né le groupe M2J, je crois. C'est ça? T'as vu, je suis pas mal, hein. c'est bien. Je pense que je vais te laisser faire le truc tout seul, hein, Ouais, ouais, franchement. ouais. Et donc de là est né le groupe M2J, donc M de Max et 2J de Johnny et Johan, qui sont tes acolytes, tes amis et associés. Et donc vous avez commencé, mais on va en parler, vous avez commencé à créer votre propre écosystème. Vous vous avez dit, tiens, là, en termes de bon marketing, et on parle très souvent d'offres irrésistibles, mais là, on a une offre irrésistible parce qu'on le fait pour nous, donc autant le proposer pour quelqu'un d'autre. Et donc, une de vos offres phares, c'est donc aujourd'hui Equity Mastermind, où vous réunissez pas mal d'entrepreneurs de tous horizons d'ailleurs, hein, du classique, on va dire, brick and mortar, comme on dit en anglais, brick and mortar, et du online pour les accompagner sur justement, eux, leur prise de part. Tout, Voilà. En tout quelques est dit. lignes, longues lignes. Bon, bah, merci d'avoir écouté cette vidéo et À bonne bientôt. journée à tous. À bientôt. Non, Euh, c'est exactement ça. Très, très bien résumé. C'est vrai que je m'étais jamais prêté au jeu à ce que quelqu'un me présente. Et bah, Alex, frérot, tu l'as très bien fait, donc bravo. cool. Dans ce cas, alors toi, est-ce que tu veux partager quelque chose à chaud avant qu'on commence un peu à blaguer? Ouais, je pourrais rebondir un peu sur ce que tu as dit. Il y a aussi, tu disais la phrase de mettre les bonnes personnes à la bonne place. Cette phrase est restée beaucoup et elle est ancrée dans mon identité entrepreneuriale. Il y a aussi la toute première phrase que comment dire, essayé de comprendre quand j'ai été encore à la banque et que je voulais partir dans mon aventure entrepreneuriale. C'est ce client, parce que je gérais les pros à la banque. Et il m'a dit, tu sais, Maxime, nous, les chefs d'entreprise, on a le savoir-faire, mais on n'a pas le faire savoir. On est bon dans ce qu'on fait, mais on a du mal à le communiquer au reste du monde. Et cette phrase, en fait, elle m'est vraiment restée parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que le grand problème de beaucoup d'entreprises, c'est pas tant qu'ils ne savent pas faire l'objet de ce qu'ils délivrent, c'est surtout le message
orientés autour de ce qu'ils veulent vendre qu'ils ont du mal à construire. Ce qui fait que soit ils vendent mal, leur marketing est assez pauvre, leur système de vente est un peu réduit, etc. Alors qu'il y en a qui ont des offres vraiment excellentes. Et c'est pour ça que des fois sur le marché, on l'a vu dans le milieu du web, on a des gars qui sont des très bons marketeurs, mais qui ont des produits de merde, à l'opposé, des gens excellents, mais qui ont un marketing de merde. Et donc, forcément, les gens iront toujours vers celui qui sait le mieux communiquer, c'est normal, et donc ils iront vers celui qui sait faire du marketing, même si tout le monde crache sur le marketing un petit peu. Ouais, ouais, tout le monde, non, mais c'est vrai et ça, c'est dur à admettre pour certains et malheureusement, hein, il y en a d'ailleurs, tu peux le voir, hein, ouais, le marketing était excellent, mais derrière, la livraison était naze. Donc ça, c'est on va dire les gros là, qui ont tout raflé. Et quoi qu'on en dise, à un moment, amende donnée, si tu sais pas t'adresser à ton audience, ça va pas trouver. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. C'est toujours cette question de différence entre valeur perçue et valeur réelle. Toujours, Complètement, complètement. toujours, toujours. Dans l'idéal, tu livres un truc au top et tu as un marketing au top. Un marketing au top, ça veut dire quoi pour toi? Euh, Un marketing au top, c'est un marketing qui convertit en fait. C'est-à-dire, c'est un marketing où tu mets de l'oseille dedans et tu as un retour derrière. À l'opposé, mon côté peut-être plus dev perso et spirituel te dirait un marketing au top, c'est un marketing où tu es aligné avec tes valeurs, avec ton message, tu sers la bonne audience et tu as une intention qui est plus grande que le produit que tu vends. J'entends que tu as quelque chose que tu veux vendre, mais derrière le fait de vendre ça, il y a une vision ou un chemin plus grand que l'objet de ce que tu proposes. Je prends l'exemple un peu bête avec Equity Mastermind. On apprend aux gens à créer des écosystèmes scalables, valorisables et vendables, mais derrière, ce qu'on veut vraiment faire, c'est créer une armée de Spartiates qui viennent avec nous dans notre fonds d'investissement pour aller vers des Hmm. deals que seuls, même nous, on pourrait jamais y aller. Et en regroupant des gens qui ont des expertises en marketing, en vente, en finance, en structuration, en leadership, etc., ça va être tellement plus facile pour nous pour aller ensuite vers des deals, soit racheter des grosses boîtes, soit ensuite prendre de l'equity dedans, soit investir là-dedans. Et l'apport qu'on va pouvoir leur apporter ensuite, on aura tellement de talent en bas que forcément, ça va être juste démentiel. C'est pour ça qu'on propose aussi aux membres, dès qu'ils ont fait 1 an d'Equity Mastermind, de pouvoir rentrer en tant qu'actionnaire dans le futur fonds d'investissement. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais là, on est en train de monter le fonds justement aujourd'hui pour ensuite aller vers une aventure au-dessus. Et donc pour moi, c'est ça aussi un marketing. C'est un marketing qui n'est plus tant sur j'appuie sur ce qui fait mal, les douleurs, Ouais, un là classique. où, si tu veux, ça pique, on va faire remonter des choses inconscientes chez les gens pour leur faire prendre conscience des trucs. Peut-être ça marche sur certains types d'activités, je ne serai pas le plus expert sur d'autres, mais en tout cas, pour moi, le marketing qui me va bien, c'est un marketing de fédération, un marketing de projection, un marketing où tu rêves plus grand que ton prospect que tu as au téléphone et sur son propre business. Pour moi, c'est ça un peu le marketing. Ouais, et c'est d'ailleurs ce que tu partageais sur le fait voilà, quand tu te retrouves en face d'une personne pour quelque part vendre le deal, c'est ce que tu dis, c'est que de toute façon, ça se vend toujours avec de l'émotion, et c'est ce que tu dis, c'est au-delà de ça, c'est de vendre la vision commune, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu te rends compte, et je parlais avec un entrepreneur hier qui est dans le web entrepreneuriat, pareil, vente de coaching high ticket, mais il galère en fait à développer un peu son activité. Mais c'est parce qu'on a toujours été enfermé dans un mécanisme de monde business, c'est-à-dire le qui devient web entrepreneur. Et moi, je fais partie de ce palier-là, hein. J'ai acheté ma première formation en 2017. Et donc, tu as toujours les mêmes mécaniques et tu veux toujours fonctionner comme un web entrepreneur. Et en fait, le jour où j'ai compris que le monde business était tellement plus grand, que nous, on était le monde du web, simplement une goutte d'eau, les coachs, les formateurs, les thérapeutes, les Ouais, c'est un infopreneurs, microcosme. les trucs, c'est vraiment, c'est une goutte d'eau parmi l'ensemble des business qu'il y a aujourd'hui. Et quand j'ai vu l'horizon devant, je me suis dit, mais en fait, il y a des mécanismes, des codes, des us et des coutumes qu'on peut aller prendre dans ces autres mondes pour aller les intégrer dans notre monde à nous. Et il y a des mécanismes qu'on fait nous qu'on peut aller intégrer aussi dans les autres mondes. Et ces autres mondes, ils sont de deux parts. Enfin, il y en a trois, mais je vous en ai déjà dit un, c'est le monde du web entrepreneuriat. Le deuxième, c'est le monde des business corporate. Et le troisième, c'est le monde des business start-up. Et en fait,
pour moi, j'ai vraiment cette conviction que les entrepreneurs de n'importe où, du web, de corpo, etc., le meilleur moyen de pouvoir vraiment ensuite sortir du lot de la concurrence, créer de nouveaux positionnements océan bleu, euh, avoir une approche de nouveauté et de curiosité sur son marché ne pourra se faire aujourd'hui, si on prend nous dans notre panier web, que lorsque ces personnes auront compris les mécanismes des autres mondes et qu'ils les auront intégrés à leur propre business aussi. Et sinon, tu vas te retrouver toujours avec les mêmes façons de vendre, avec les mêmes façons de Ouais, commercialiser. ouais. Et donc, tu vas toujours te battre à essayer de te dire comment je crée mon offre irrésistible, comment je fais différemment. Et à chaque fois, on te dit, bah, ton offre irrésistible, pose des questions à ton marché. Mais le truc, c'est qu'il faut comprendre aussi une chose, c'est que les vrais gens qui disruptent des marchés aujourd'hui, ils Ils posent leur pas de demandent vraies quoi? questions au marché, en fait. C'est un visionnaire ou un groupe de visionnaires qui anticipe les futurs besoins inconscients que peuvent avoir un marché. Exactement, parce que tu vois, il y avait ton petit avant qu'on démarre la vidéo, exactement comme des parents avec un enfant. Ils savent ce que l'enfant a besoin avant qu'il le demande ou qu'il Avant qu'ils l'anticipe, gueulent. avant qu'il gueule. Tu vois. Et donc, c'est un peu pareil. Et justement, je disais, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que la pire façon de pouvoir savoir si une offre est résistible, c'est de demander au marché, en fait. Et c'est dire quelles sont tes peurs, quels sont tes doutes, qu'est-ce que tu as envie de vivre, et tourner ses offres en fonction de ça. Parce que lorsqu'on sonde son marché, on n'a qu'un niveau de profondeur, en fait, d'éléments de réponse. Et lorsqu'on rentre plus loin dans les désirs et de projections que les gens peuvent avoir, c'est là, en fait, où tu vas taper dans le nectar de ce que les gens veulent vraiment. Et en fait, on est tous euh, des suiveurs et on est tous des leaders sous une forme. On a tous quelqu'un qui nous suit et qu'on inspire, et il y a tous quelqu'un qu'on a envie de suivre. Et donc, c'est ça, en fait, l'idée. L'idée dans un marché, c'est juste d'être celui que les gens ont envie de suivre. Et comment tu fais pour être celui que les gens qui ont envie de suivre? Tu crées quelque chose que les gens n'y s'y attendaient pas, tu vois. Equity Et, Mastermind, par exemple. et toi, justement, là, tu parles de vision ou d'anticiper. Comment tu vois les 3, 5 prochaines années là? Bah, en fait, tout dépend, c'est la même chose, tout dépend dans quel monde on se situe. Si je prends les 3 à 5 prochaines années dans le monde web, bah pour moi, on va toujours rester un peu dans la même dynamique, hein, les mêmes façons de fonctionner, parce qu'on est très à l'avance hein, au niveau marketing, même au niveau vente, etc., il y a encore des boîtes corpo qui ont même pas Ah ouais, encore ouais, d'Internet ou ok. quoi. Ma femme, elle me le dit, et des fois, je vois leur façon de fonctionner, tu vois, même en interne dans la Ouais, polyclinique dans laquelle elle bosse, là. Tu vois, c'est tout con, mais il n'y a pas de message de rappel pour les avant-après, il n'y a pas de. Enfin, des trucs de synchronisation, je me dis, mais putain, mais vous pouvez pas leur changer de logiciel. avec les Mais automatisations, c'est etc. archaïque, hein. C'est un truc de dingue, hein. C'est ça. Donc en fait, comme nous, dans le monde du web, on est rentré dans une ultra sophistication du marketing, ça va pas tant évoluer que ça, je pense, dans les prochaines années. Pour nous, en tout cas, dans le milieu du web. Peut-être que je me trompe, mais le marché va rester sensiblement le même, toujours avec son lot d'objets brillants un peu à droite à Ouais, gauche. Euh, les petites vagues, ouais. je pense toujours que les web entrepreneurs sont toujours assujettis à ce shiny object, d'essayer de get rich quick en essayant d'aller à droite, à gauche, etc. Donc, le monde du web va rester le même. Des gens qui aspirent à avoir une vie différente, mais sans comprendre la valeur de faire les bonnes choses de manière régulière, comme un boulanger. Tu lui demandes pourquoi tu es boulanger, il te dit parce que mon père était boulanger, et il ne se pose pas de questions et il le fait, alors qu'un web Ouais. entrepreneur, il se demande à chaque fois, tous les matins, comment je vais aujourd'hui? Ah non, là, je me sens pas aligné. Ah tiens, et si je faisais ça, etc. Et donc, en fait, des fois, dans la vie, pour avoir ce que tu veux, faut pas être aligné. Et ça, c'est aussi d'autres débats qu'on pourra peut-être prendre, mais si on attend d'avoir une vie alignée, malheureusement, on n'aura jamais la vie qu'on veut. Donc, je pense que le monde du web va rester pareil. Le marketing ne va pas tant changer. Je pense qu'on sera toujours dans le même système webinaire, etc. Ce sera pareil. Peut-être les offres auront changé. L'intelligence artificielle prendra un autre niveau. Je pense qu'il y Ouais, aura on va en parler, ouais. toujours qui diront, et je l'ai vu encore, hein, de développer votre business grâce à l'intelligence artificielle. Peut-être qu'il y aura développer des agences marketing digital, IA. Donc, enfin, on aura toujours un petit peu cette vague-là de nouveautés, mais toujours avec les mêmes codes du web. Par contre, je pense sincèrement que les web entrepreneurs, de manière générale, vont vouloir, dans les 5 prochaines années,
de plus en plus se professionnaliser et essayer de pouvoir vraiment rentrer davantage, surtout dans des modes corpo, avec des process, des systèmes, être carré, comprendre ce que c'est que, on parle beaucoup de scaling marketing vente, mais aussi pouvoir comprendre ce que c'est que le scaling financier, administratif, Mm. fiscal, comptable, et cetera. Je pense que les infopreneurs qui partent à Dubaï, en Estonie ou n'importe où dans le monde, dans les 5 prochaines années, vont faire un peu se taper, je pense, au niveau fiscal. Je pense que ça va se Ah ben c'est durcir. fini, hein. Voilà. Enfin, moi, tu sais, je suis à Dubaï et bon, je suis pas parti pour. Quand je suis arrivé ici, j'étais en statut auto-entrepreneur, donc autant dire que je suis pas parti pour, pour des raisons fiscales. Mais c'est fini, ça se resserre à fond. Parce que, tu vois, des trucs tout bêtes, il y a les avantages et les inconvénients. Voilà, il y a maintenant 1 an et demi, Stripe a enfin été rendu accessible ici aux Émirats. Génial, parce que c'est vrai que c'était vraiment relou. Ouais, Euh, et sauf que pourquoi ça a été rendu accessible? Parce que aussi, mine de rien, paquet. sous pression de l'OCDE, tu Ouais. vois, ils commencent à montrer patte blanche. Et ce qui est cool, hein. Ce qui est cool, c'est très bien, tu vois. Mais la fête est clairement finie parce que autant avant, tu pouvais partir à droite, à gauche et tu étais presque intraçable. Maintenant, en un clic, tout est tracé. Donc, sauf si vraiment tu pars en cavale. Et après, bien sûr, ça dépend aussi du montant que tu as, etc. Parce que les multimillionnaires en dizaines de millions, bien sûr que ça se joue à un autre niveau, tu vois. Et ils ont accès à un réseau aussi que toi et moi, auquel on n'a pas accès parce que forcément, c'est par strat. Mais oui, on va dire le Pékin moyen du web entrepreneur qui se sent plus parce qu'il fait 6 chiffres, euh, attention, quoi. Ouais, mais il va y avoir les 2. Il va y avoir pour moi une sorte de régulation aussi fiscale, un peu nationale, enfin mondiale, Ouais. européenne, et cetera. Mais il y aura aussi, je pense, une vraie envie de chaque entrepreneur de développer des vrais business qui sont, valorisables et vendables et plus forcément d'avoir des business qui sont, moyens. Et donc moi, je fais partie, bah, des acteurs qui veulent aussi changer ça, c'est-à-dire faire prendre conscience à ces personnes-là que la richesse, elle se trouve pas dans le chiffre d'affaires, la richesse, elle se trouve dans la valorisation de ce que tu peux faire avec, ton business. Pourquoi pas penser à une revente? Pourquoi pas construire pour ensuite revendre? Essayer de créer des vrais écosystèmes. À la place de fonctionner peut-être avec des assistants à Madagascar, peut-être, créer une vraie boîte avec des salariés et cetera. Bon, ça a son lot de complexité aussi derrière, mais en tout cas, les gens, pour moi, vont vouloir être de plus en plus, hem, professionnels dans le monde du web entrepreneuriat. Ouais, Donc et tu vois, je te coupe parce que là, c'était quand? C'est cette semaine-là. On s'est appelé avec d'ailleurs une copine avec qui on était au collège ensemble. Après, on s'est perdu de vue. On se fréquentait OK, pas trop, mais et après, elle m'a contacté et je l'ai accompagnée sur le développement de son activité. Et depuis, trop bien. elle habite à Hossegor chez moi. Donc, tu vois, c'est marrant. Et là, on s'est appelé pour prendre des nouvelles. Et justement, j'ai pensé à toi parce qu'elle me disait, je ne sais plus comment elle a eu cette prise de conscience, mais elle me disait, mais en fait, là, mon business, euh, il vaut rien. Et elle disait ça dans le sens où si demain elle s'arrête ou si demain elle ne peut pas le vendre. Et elle a pris ça en conscience et elle a fait 200 000 euros l'année dernière et elle commence à créer de l'emploi. Elle a deux personnes maintenant, tu vois. Et elle avance vraiment dans cette logique-là de vraiment créer, parce que son père, justement, avait un commerce en dur et son père, justement, lui a dit, ben, les trois points, c'était ben, l'emplacement, le produit et la clientèle. Tu vois? Donc, le Mmh. produit, ben, forcément, l'offre, la clientèle, forcément, l'emplacement, on peut voir ça comme le trafic, en tout cas. Ouais, c'est ça, exact. Et donc, elle entre dans cette logique-là de justement vraiment pérenniser et développer pour potentiellement revendre sa boîte, tu vois? Alors elle vient pas forcément du web parce c'est une ancienne Airbus. Donc, OK. ensuite, elle a beaucoup travaillé avec eux sur du présentiel, de l'animation d'ateliers, etc. Donc, tu vois, elle n'est pas 100% web. Elle est venue sur le web, mais il y a quand même un background plus institutionnel, on va dire, tu vois. Et c'est intéressant parce qu'elle est vraiment au milieu des deux. Et je trouve elle se sert du web comme levier, bien sûr, mais pas que. Et elle a une vraie logique de pérennisation quelque part. Chose que moi, par exemple, je n'ai pas, tu Mmh. vois. Et je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est ce qu'il faut en fait, c'est essayer de prendre, ce qui est bon dans les 3 mondes, de définir après les bases, hein, qui restent, hein. C'est-à-dire, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux, pour toi, pour ta vie pro, pour ta vie perso?
et cetera. Qu'est-ce que tu veux construire dans ton couple, dans ta famille, dans ton truc, d'en faire une image mentale et te dire, bah ouais, où est-ce que tu te vois, comment tu te vois. Nous, je sais qu'avec Joanne et Johnny, on est très casaniers, on voyage, mais nous, on restera toujours sur la Côte d'Azur. On va pas aller partir dans un autre pays, etc. Donc forcément, nous, on se dit, bah, tout notre écosystème global est en France. On développe nos boîtes en France, on a tous nos amis, tous nos potes qui sont là-bas, donc on a nos maisons là-bas, on a nos apparts, on a nos trucs, et donc notre vision, elle est vraiment centrée sur ça, en fait. Et donc c'est ensuite, quand tu sais exactement là où tu veux aller, tu dis: «OK, qu'est-ce que je veux pour le faire?» Il y a forcément l'oseille qui rentre toujours en compte, Ah ouais, toujours. ouais. Et si tu dis à quelqu'un: «Là, tu as 4 000 000 sur ton compte en banque, qu'est-ce que tu fais?» Tu vois, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce que tu fais? Bah, beaucoup, en tout cas beaucoup de ceux que j'ai pu échanger, mais surtout avec nous, moi, Joanne et Johnny, on s'est dit là, dans les boîtes dans lesquelles on investit, les cash out qu'on va faire, et cetera. Donc forcément, c'est des montants là qui sont importants, c'est des montants qu'on va pouvoir récupérer plus tard, soit d'ici un an, de quelques années, et cetera. Ça se compte en plusieurs millions, mais derrière, on s'est toujours dit, si on dès qu'on aura cette somme qui seront débloquées avec les levées, avec les valorisations qui montent, on a dit qu'on se prendra un an off, sans toucher, tu vois, à cet argent ou quoi. C'est voilà, c'est là, mais on met sur off et on se pose, on réfléchit, et cetera et on voit comment on avance. On va au Japon. Ouais, on va au Japon, on va essayer de souffler parce que l'argent, est un grand moteur du bonheur. Ça ne fait pas que ça non plus, mais je préfère en avoir que de pas en avoir, Mm. heu, forcément. Mais voilà. Donc c'est un peu le monde dans lequel on va, en tout cas pour moi, enfin, pour répondre à cette longue question, là, c'est voilà, les gens vont davantage se sophistiquer de plus en plus. Les modèles startup vont rentrer pour moi, donc le monde startup de plus en plus dans de la tech. Tout ce qui est tech, en fait, tout ce qui va être technologie, ça va exploser, vraiment. Ouais. L'IA, tout ce qui va être aussi web 3, mais le bon web 3, pas le web 3 scam, parce que le web 3 est utile, mais quand tu donnes du web 3 dans les mains d'un web entrepreneur, ça fait de la merde. Les web Ouais, entrepreneurs, ça fait. c'est des sagouins un peu tous, et je me mets dans le lot aussi, mais bon, on n'a jamais fait de projet NFT, mais c'est des sagouins. Ouais, ouais, j'ai accusé mes pertes en crypto comme beaucoup de monde. Ouais, quand tu vois ça, ouais, bref. Mais en tout cas, je pense que l'utilité du Web 3 fusionné au Web 2, nous, on l'a toujours dit avec John et Johnny, c'est le Web 3, ça a de l'avenir, pas dans les mains de web entrepreneurs, mais dans les mains de corporate. Des Il gens y a de la vraie valeur, hein. qui ont de la régulation avec des normes, qui ont des process, qui ont des systèmes, pas des boîtes de Dubaï, pas de trucs, sans dire, tu vois, Dubaï, c'est pas bien, mais tu développes pas, pour moi, aujourd'hui, une boîte sérieuse corporate, j'entends, qui a un impact mondial. Genre, tu développes pas de start-up à Dubaï, tu vois. Il n'y a pas de start-up à Dubaï. Tu vois, genre, tu lèves pas des Alors, fonds il pour. y a des. Après, je connais pas très bien, mais il y a des pépinières, hein. Alors, ça, j'entends, mais ce que je veux dire derrière, je me suis peut-être mal exprimé. Si tu es français, que tu es Ah à oui. Paris, et que tu déménages à Dubaï, et que Ah tu non, ça n'a montes pas un de sens. incubateur à Dubaï, et que tu demandes à lever des fonds de là-bas, ça aura beaucoup moins d'impact et ça fera beaucoup plus peur Ouais, ça que fera si jaser, ouais. tu es dans la French Tech, tu as des BA et des VC sont européens, qui ont investi dans ton truc, c'est voilà, que un riche d'un business angel de Dubaï où tu te dis comment tu peux traquer ces fonds, ces trucs. Hmm. Voilà, il y a pas de régulation. Tu vois, nous, là, on est en train de monter notre fonds et on va en parler pendant bah là, l'immersion, comme on est au Maroc, mais Ouais, t'es à aussi. Marrakech, là. Ouais, c'est ça, exact. Et là, Johnny qui est en plein dedans, il y a de la régule. Il y a de la régule. Pour monter un fonds, tu passes l'AMF, tu dois avoir plein d'avocats qui te mettent en place les choses, tu dois passer des certifs. Johnny passe HEC enfin, il y a des trucs. Et il me le dit, Johnny, il m'a dit, mais là, si on était parti en Thaïlande, parce qu'il y a des entrepreneurs là, qui montent des fonds qui sont là-bas, tu te dis, OK. Et c'est pareil, la dernière fois, il y avait un gars que Ouais, j'avais ouais, rencontré. après, c'est pas du tout la même vision, c'est pas du tout le même délire. Ouais. Oui, déjà, c'est sûr que quand on dit que c'est à Bangkok ou je sais pas où, ça fait un peu plus dodgy C'est ça, exact. que dans l'Hexagone, ouais. Et je te dis, aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous contactent par rapport à Equity Mastermind, et donc, soit qui veulent intégrer Equity Mastermind, soit ils veulent qu'on investisse dans leur business, soit ils sont curieux et on échange, etc.
Et j'ai pas mal de personnes qui ont investi dans plein de sociétés à l'étranger, et cetera, et qui, derrière, en fait, bah, les boîtes se sont pété la gueule, et cetera. La dernière, c'était Golden Way. En plus, ils sont à Dubaï, sur un truc, un MLM sur l'or, et cetera. Ils ont gelé les fonds, Ouais. ils ont gelé les Ouais, trucs sur. après, si tu pars sur du scam comme ça, là, du Ponzi, que ce soit à Ouais, Dubaï ou ailleurs, ouais. Mais justement, pour moi, il y a un vrai intérêt que ce soit en France, que ce soit. Mais tu as beaucoup moins de risques, tu vois, comme ça en France, que ça arrive. ah oui, Si parce tu que as c'est un régulé. MLM français qui se crée en France, ça, tu as moins de trucs comme ça, où d'un coup tu dis, ah bon, bah, les millions sont partis des gens en France, ça ne peut pas arriver autant que ça fait à l'étranger, etc. C'est Tiens, pas. j'ai une question. Là, tu parlais Parce que bon, donc moi, je suis aux Émirats et, et j'écoute de temps à autre des personnes qui sont expatriées, tu vois. Et j'aimerais bien avoir ton avis parce que quand tu les écoutes, ces personnes-là, bon, après, ils sont expatriés pour différentes raisons et des mecs, il y en a quelques-uns qui disent qu'ils remettront jamais les pieds en France et qui ont une image très négative de la France, de l'Europe et de l'Occident et Ouais. de la suite, hein, tu vois, des prochaines années, etc. Avec, voilà, tout le monde parle du crash, du prochain crash à venir qui est toujours imminent. Comment tu vois la chose, toi? Je te vois plus, par contre, tu es complètement à contre-jour. Ouais, c'est une bonne question, ce que tu dis. Hum, Tu peux synthétiser ta question en 10 En secondes? gros, voilà, là, il y a des gars qui fonctionnent très bien, qui sont expatriés volontairement et qui ne remettront plus jamais les pieds en Europe parce qu'ils voient l'Occident comme en train de couler et avec trop d'inflation, trop de décisions aussi politiques qui sont stupides et qui ne sont pas du tout pour aider la population. Toi qui te projettes en hexagone et pas du tout ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui t'effleure l'esprit? Est-ce que tu ne penses pas du tout? Est-ce que tu dis ben, ça ira quand même? Comment tu vois le truc? Ouais, c'est une très bonne question, je vais te répondre. En fait, c'est très complexe. Franchement, on pourrait faire une disserte de 4 heures là-dessus. Là, ta question est un vrai débat, vraiment à Ah avoir. oui, Et ah oui, oui. je trouve que c'est Oui, oui. c'est de vrais éléments. Alors, aujourd'hui, oui, la masse de la population en Europe, etc., ça flambe. Les gens s'appauvrissent. Il y a beaucoup plus en plus d'inégalités. Ça monte, etc. Ça, c'est complètement évident. Nous, on le voit beaucoup parce que comme on aime bien le monde corporate, on adore regarder aussi toute l'actualité économique de ce qui se passe et voir comment ça peut se refléter dans nos business du web, etc. Et donc, aujourd'hui, tu te rends compte que les schémas classiques de travail que les gens utilisent au fur et à mesure va être de plus en plus compliqué. Ça va être de plus en plus compliqué pour un restaurateur de faire de la marge, de développer son activité, plus Ah, compliqué pour une les boîte petits corpo, commerces. les petits commerces, tu te fais allumer, etc. Les taux d'imposition en France sont très élevés. Beaucoup partent, et la première raison pourquoi les gens s'expatrient, c'est pour les raisons fiscales, etc. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le noyau numéro un du business en France. Et là, après, je vais t'amener sur un autre sujet. Donc, ceux qui écouteront jusque-là pourront avoir un peu le nectar, ce qu'on est en train de faire sur. Bah, en fait, non, la France, c'est un paradis fiscal et je vais vous le montrer, en fait. Ouais, Donc, et juste et garde ça parce que c'est vrai que tu vois ma femme qui est podologue et qui a maintenant une clientèle française, avant elle bossait pour un hôpital indien, mais maintenant elle a une clientèle française. Elle a beaucoup et pas c'est pas du tout des web entrepreneurs, hein. C'est des mecs qui avaient des concessions automobiles, etc. Beaucoup et notamment beaucoup de musulmans euh, qui quittent la France et qui disent, eh ben, en fait, là, ça suffit, tu vois, on a la corde au cou. Et c'est vrai que quand tu vois, avec leur connerie de mettre l'économie russe à terre, les petits trinques, les boulangers qui voient leur facture d'électricité à plus de 3000%, etc. Et les PME aussi, ils délocalisent même plus en Europe parce que le problème est européen. Délocalisent soit au Maghreb, soit ailleurs pour continuer à faire tourner leurs usines, tu vois. Donc, là, tu es dans ce que je t'expliquais sur le premier niveau d'impact. Et hmm, on s'est posé la question avec les gars, c'est à qui profite le crime? Qui est au-dessus? À qui ça n'impacte pas? Quels les sont droits. les mécanismes que ces personnes utilisent et comment eux arrivent en tout temps, en toute période, en toute crise à perdurer? C'est ça qui est important à savoir. Et donc, il y a différents secteurs qui le font.
Mais nous, on en a choisi un avec les gars. Et donc, tu as le niveau 1 que je te disais, des gens où c'est compliqué. Donc, en France, la fiscalité, les prix qui augmentent, etc., quand tu es une entreprise. Quand tu veux te verser un salaire, tu veux prendre 1 000 euros, bah, tu es obligé de sortir 2 000. Donc, tu te fais pomper au niveau des charges, etc. C'est assez lourd. Mais le niveau d'au-dessus, c'est quoi? Et on l'a vu avec les gars. En fait, on s'est dit, c'est quoi les boîtes en France, en fait, où tu te dis, mais la barrière à l'entrée est tellement inaccessible que tu comprends pourquoi et que, en fait, derrière, c'est eux qui ont les plus grands avantages qu'on peut avoir en termes fiscal, juridiques, etc. Et donc, il y a plein de secteurs, mais je vais en choisir un parce que c'est celui que nous, on veut développer avec Equity Mastermind. C'est le milieu du private equity, des fonds d'investissement, des plus-values en termes de valorisation de société, etc. Et juste pour te donner une idée, là, on voulait monter notre fonds en Suisse et ou au Luxembourg parce qu'on s'est dit, putain, en France, on va se faire allumer. Et donc, on a fait une étude avec un avocat fiscaliste européen, etc., pour voir où on pouvait le mettre. Et il nous a dit, il y a 1% de taux d'imposition de différence entre le Luxembourg et la France sur ce que vous voulez faire. Et on a dit, bon, pour 1%, on préfère rester en France. Tu vois, à la place d'être taxé à X, enfin, j'invente à 50%, Ouais. bah, tu vas être taxé en France à 51%. Donc, tu te dis, c'est OK. Et donc, très simplement, tu te rends compte que le secteur d'activité, et ça c'est hallucinant de pouvoir le dire, tu prends toutes les crises qui ont existé là depuis les 100 dernières années, tu regardes les secteurs d'activité qui ont le plus augmenté, donc à chaque fois la bourse s'écroule, l'immobilier s'écroule. Qu'est-ce qui fait que ça a toujours augmenté? C'est le private equity. Ça a toujours, toujours, toujours monté, tout le temps, en toute période, en toute crise. Et donc, nous, c'est le secteur qu'on choisit là aujourd'hui. Et quand tu te rends compte qu'en France, bah, sur les plus-values que tu peux faire en termes de valorisation, etc., c'est juste démentiel. Et je vais te dire pourquoi. Et ça, c'est important. On va rentrer. Alors, Johnny, on va peut-être mieux faire un truc avec Johnny là pour avoir peut-être plus des chiffres concrets, etc. Mais Alex, tu as un business qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Tu comprends l'idée, tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires. En France, bah, là-dessus, tu vas te choper ton imposition, j'invente, tu es à 30% sur ton IS, etc. Tu enlèves tout, IR, etc. Donc, grossièrement, tu vas te choper 50% à la fin de tout ce qui te reste. Ouais. Sauf que sur 1 million, tu fais pas 1 million de bénéfices, tu fais 1 million de chiffre d'affaires. Ta boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, tu fais une valorisation de cette boîte-là. Disons que tu as un cabinet d'expertise comptable. Ta boîte vaut 4 millions. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que entre le 1 million de chiffre d'affaires que tu fais et le 4 millions de valorisation, donc de 1 à 4, tu n'as pas d'imposition ici. Tu n'es pas taxé sur la valorisation. C'est-à-dire que tu peux avoir une boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, être valorisée à 10 milliards, enfin, pas 1 million, tu m'as compris, 10 millions, et tu n'es pas taxé sur ça, sur la fortune. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas quand ils disent putain, mais là, on parlait de Bernard Arnault, parce qu'il est passé un peu dans les sondages, là, il faisait 83 milliards ou je sais pas quoi. C'est de valorisation. Ah Et oui, il y oui. avait un débat de société qui disait mais pourquoi on ne va pas, pendant les temps de crise, aller ponctionner les plus riches? Regardez Bernard Arnault, 283 milliards. Mais c'est qu'en fait, c'est de la valorisation. Et la valorisation n'est pas taxable. Personne taxe la valorisation. Pourquoi? Parce que ça n'arrivera jamais. Parce que les puissants sont OK de avoir un fort taux d'imposition, mais tu n'as personne au monde, aucun État qui accepterait aujourd'hui, et ça ne verra jamais le jour, à moins qu'il y ait une révolution mondiale, que tu taxes la valorisation des entreprises. Parce que ça tu... Ouais, mais comment tu peux la taxer de façon pragmatique, comment tu peux la taxer si c'est de la valorisation, c'est pas du concret, quelque part, ou quelque Bah, chose m'échappe. si tu peux valoriser, tu peux, enfin, si tu veux, enfin, comment dire, Tu vois, si un ils gars comme veulent le faire, un Musk ou Bezos qui ont perdu grave là, l'année dernière. ouais. euh, Après, là, tu rentres dans les trucs complexes, mais l'État n'est pas forcément peut-être obligé de récupérer de la liquidité, mais ils peuvent prendre une partie sous forme de part de l'entreprise, tu vois. Tu hmm. fais 83 milliards, bah, tu dois 3% de ça à l'État. Et l'État le récupère en actions, tu vois, directement de l'entreprise ou en part. Et l'État pourra à un moment donné, suivant la conjoncture du marché, le revendre Ouais. pour rentrer dans ses caisses.
Tu vois, enfin, s'ils veulent trouver un truc, ils le trouvent. Sauf que, et c'est là où je veux en venir, dans le gratin au-dessus, la valorisation n'est pas taxée. Et donc, quand tu fais des plus-values, par contre, la plus-value après, quand tu veux retirer dessus, c'est taxé. Mais c'est tellement avantageux que c'est incroyable. Et donc, je te donne un exemple. Imagine, Alex, toi, tu as une startup, tu lèves, tu lèves 1 million d'euros. Moi, je mets 100 000 euros dans ta boîte. OK? Donc, ta boîte, tu veux lever 1 million d'euros. Moi, enfin, pardon, ta boîte vaut 1 million d'euros. Moi, je mets 10%, je mets 100 000 euros dessus. Imagine ta boîte, un an après, elle passe de 1 million d'euros de valorisation à 10 millions d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon 100 000 euros que j'ai mis dans ta boîte Il devient passe un de 100 million. 000 à 1 million. Là, moi, je dis, Alex Banco, j'ai envie de sortir. Je sors, je récupère donc ma plus-value qui est de 1 million moins 100 000, qui est 900 000. Sur ces 900 000, Alex, je vais te dire l'imposition. Calculette à Je l'appui. vais te dire, sur ces 900 000, tu as un taux d'abattement, c'est-à-dire là où l'État ne te taxera pas. Tu sais ce que c'est ce montant du taux d'abattement? Fais C'est-à-dire voir. sur 900 000 euros, les gens te disent, OK, sur ce pourcentage-là, on ne te prendra rien. À ton avis, c'est combien le pourcentage? Donc, bah, je sais pas, il doit être élevé, je dirais à 70%. OK, c'est 88%. Ah oui. C'est-à-dire, quand tu fais 900 000 euros de plus-value, 88% n'est pas taxable. Donc tu donnes Donc, ça à peu près 100 000, quoi. alors, donc tu as 12%, si tu veux. Sur les 900 000, tu fais 900 000 fois 0, donc 12, Ouais, ça va ça te te fait faire 108 000, 20. mais tu n'es pas taxé. On t'enlève pas 108 000. Sur les 108 000 euros qui restent, Ouais, tu es taxé à X%. tu es taxé à 0,25%. Donc 27 000 euros. Donc, quand tu fais 900 000 euros de plus-value, tu donnes 27 000 euros. Ouais, ouais. Ouais, il y a des niches comme ça. Par exemple, sur les locations meublées en non pro, il y a toujours un abattement de 70% là. Je sais pas de combien de temps il va durer, mais tu vois, c'est le même principe, c'est hyper intéressant. Quand tu as Ouais, des gros abattements comme ça. c'est ça. Mais l'IMO sera le secteur qui va amener à évoluer au niveau de l'imposition, pas sur les plus-values que tu peux faire sur ces boîtes-là, parce que ces boîtes-là, c'est tellement des trucs gigantesques. Ouais, oui, mais là, oui, c'est hyper intéressant. Par contre, c'est sûr que par définition, c'est pas donné à tout le monde. C'est juste le haut, 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 tu C'est vois. Euh, Parce c'est que pas donné. le tissu économique, ça reste quand même, au quotidien, ça reste quand même les artisans et les petites PME. Oui, mais pour ceux qui veulent rentrer dans des sphères de paliers de richesse démesurés, c'est Hmm. d'autres mécanismes qui doivent être. Et donc là, il n'y a rien qui est bien ou moins bien qu'un autre truc. C'est juste que c'est quoi ta vision, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui t'inspire. Et nous, aujourd'hui, bah, avec l'expertise et les talents qu'on a développés pour savoir développer des entreprises dans les trois mondes, parce qu'on a autant accompagné on a autant vendu des yachts sur Facebook que des pizzas, que des fleurs, que aider des comptables, que aider des startups et que aider des gens qui vendent des produits à 47 euros sur la spiritualité, que en fait on a un champ d'expertise business qui est genre juste énorme avec toutes les boîtes qu'on a accompagnées. Et donc forcément pour nous, notre vision, c'est de dire, bah ok, on choisit un des mondes qui est le plus rémunérateur en termes d'investissement, c'est les startups. Et donc derrière, on veut rentrer justement là-dedans en mettant des billes. C'est pour ça qu'on développe le fonds d'investissement et que ceux qui auront des billes, mais qui la barrière à l'entrée sera trop haute parce qu'ils ne pourront pas créer, eux, un fonds d'investissement. Hmm. C'est-à-dire, venez avec nous investir dans le fonds d'investissement pour y aller. Parce que tu te rends compte, aujourd'hui, il n'y a personne qui investit en fonds d'invest. Tu pourrais. Et c'est ultra corpo, hein, les fonds d'invest. Hein, tu ne te feras pas avoir. Hein. Les fonds d'invest, c'est les grosses structures à Paris, dans les trucs qui gèrent des milliards sur les trucs. Et tu peux y aller. Tu investis, tu peux investir. Mais c'est pas connu, en fait, du grand public. Ouais, ouais. Et tiens, ça me fait penser, j'ai vu passer sur LinkedIn, je ne connais pas leur nom, là, deux nanas qui ont l'air vraiment brillantes et qui le sont factuellement vu ce qu'elles font. Ça te parle peut-être Dijo, D-I-J-O. Et en fait, elles sont passées sur Qui veut être mon associé. Ok. Je crois que c'était là cette semaine-là.
et elle disait avoir refusé 250 000 euros. D'abord, elle a proposé 8% et on leur a proposé 10. Elles ont contre-offert à 9. Ils ont refusé. Et finalement, elles ont refusé parce qu'au-delà du montant, ce qu'elle disait, c'était qu'elle cherchait quelqu'un qui ne cherchait pas forcément, bien sûr, un appui financier, mais aussi un appui stratégique et quelqu'un à leur côté, tu vois, pour les épauler. Et c'est pour ça qu'elle disait, c'est elle qui le disent, qu'elles avaient refusé parce que ben, elle sentait pas, elle sentait que c'était juste voilà, quelqu'un qui balance de l'oseille parce qu'il a, enfin, juste balancer de l'oseille, mais que dans leur vision, enfin justement, la personne allait pas épouser leur vision et allait y croire, tu vois. Donc ça rejoint un peu peut-être le premier point dont tu parlais au tout début sur justement cette vision-là. Ouais, tu vas vraiment avoir deux types de personnes. T'as, dans le monde de l'investissement, surtout en mode startup, tu as les BA, les business angels, et tu as les VC, ce qu'on appelle venture capitalist en anglais, et qui veut dire fonds d'investissement. Les fonds d'investissement sont vraiment là en mode, tu veux de l'oseille, en voilà. C'est tout. Il n'y a pas forcément une Hmm. notion de proximité, de coaching derrière, etc. Les BA, les business angels, c'est des personnes comme toi et moi qui ont juste de l'oseille. Il y a des projets qui les inspirent, ils mettent de l'oseille et plus. Et généralement, c'est plus de l'expertise. Et donc, forcément, derrière, là, tu vas avoir une approche différente, peut-être une Ouais. notion de conseil, une notion d'accompagnement, etc. C'est pour ça que nous, on veut pouvoir combiner les deux, c'est-à-dire qu'on va être un fonds d'invest avec une connotation et une proximité comme avec des BA. Comme on veut, avec le fonds, que les membres soient aussi actionnaires du fonds, donc que ce soit le leur, enfin, ce sera à tous, bah, chaque membre a des expertises. Et donc, comme on investira en oseille dans les boîtes là, parce que nous, on va lever des fonds auprès de particuliers, etc. Et donc, bah, mettre de la thune un peu dans les business. Mais derrière, on va pouvoir aussi leur apporter une notion de conseil et d'accompagnement et de proximité. Tu vois, sur bah, là, une personne qui s'en mal, je dis, bah, attends, bah, va voir Alex, par exemple, sur un coaching mindset. Et donc, enfin, tu vois, c'est d'avancer aussi comme ça. Parce que tu te rends compte que dans ces milieux-là de business, c'est pas que l'oseille qui fait les choses, c'est aussi l'entrepreneur chez qui tu donnes de Ouais, l'oseille. c'est l'humain, au Et final. derrière, il faut vraiment que tu aies quelqu'un qui vive, tu vois, pour sa startup, tu vas développer. Et ce qui détruit une boîte, c'est l'humain, en fait. Et donc, est-ce que la personne chez qui tu investis va vraiment pouvoir avoir les épaules solides pour pouvoir le faire, pour pouvoir avancer? Et ça, tu le vois assez rapidement hein, quand tu Comment tu rentres. t'assures de ça, justement, toi et Gigi? Très simple, très simple. Il faut pas que je rêve plus grand que l'entrepreneur que j'ai devant moi. S'il arrive à me battre sur ça, ça veut dire que c'est certainement un jackpot. Comme moi, ma zone de génie, c'est d'arriver assez facilement à créer soit des disruptions de marché ou alors des idées en mode Ouah, putain, la vision, elle est grande. S'il y a un gars qui me dit non, non, mais ouais, mais ça c'est bon, c'est prévu, non, mais ça, ta vision, moi, je l'ai, enfin, et qui me dit ah non, non, mais il y a ça en plus. Je me dis, le mec Banco. a arrivé plus grand que moi. Et donc, en fait, moi, ce qui me plaît, quand j'inspire pas les gens, en fait. Ouais, Tu vois, quand tu es si, stimulé, toi. c'est ça, quand je me dis, il pige, enfin, il pige, Ouais, beaucoup je pige. comprends. Ouais. Mais je veux dire, c'est souvent, quand j'ai des appels, tu vois, avec des personnes, même là, bah, le dernier sur le web entrepreneuriat, il me dit, waouh, putain, tu m'as retourné le cerveau. Si l'entrepreneur chez qui je lui donne de l'oseille, il me dit, waouh, tu m'as retourné le cerveau, Red flag. autant que ce soit moi qui devienne CEO de la boîte et que je me donne mon propre oseille et que je développe le truc, tu vois, parce que si je lui ai retourné le cerveau, c'est que c'est pas forcément le bon entrepreneur dans lequel il faut investir. Alors après, tu peux donner des notions de conseil si Ouais, tu as bien une sûr. équipe sur un truc, mais si dans la vision pure et dure du truc, tu rêves plus grand que lui, c'est compliqué. Ouais, je vois. Je vois. Et justement, tiens, pour revenir à cette question de vision Occident, etc., quel crédit tu donnes, toi, alors je connais un peu la réponse, mais quel crédit tu donnes à toi, à cette notion d'égrégore collectif? Je te Ouais, demande ça parce que je regardais il y a quelques temps maintenant, je regardais une vidéo d'un gars, là, une vidéo obscure sur YouTube, d'un gars qui parlait de la puissance des égrégores collectifs et inconscients. Et tu vois que le cerveau ne comprend pas la négation et qu'à force tu vois, par exemple, au niveau national, ou en tout cas au niveau d'un groupe, quand on passe à quelque chose qu'on ne veut pas,
tôt ou tard, quelque part, l'égrégore collectif va tendre à créer cet événement. Ça fait un peu perché quand dit comme ça, mais je sais que tu me comprends. Et, euh, et parce que je te parle de ça parce que justement, la dernière fois, je regardais une vidéo de Tougan, pour pas le Mm. citer, et que pour lui, à chaque fois, parce que je le suis un peu sur Twitter aussi, et le mec parle des Elysium. Alors, je ne l'ai pas vu ce film, mais en gros, c'est un peu comme Hunger Game où tu as la planète qui est souillée et en mode favelas et en mode tout le monde s'entretue, et l'élite qui est au-dessus et qui, dans l'espace là, et qui se gave de tout. Et lui, il dit, lui, sa vision du monde, c'est ça, tu vois, et c'est ce qu'il drive. Et j'étais là, pff, c'est un peu extrême quand même. Et je me dis, putain, à quel point, où est notre responsabilité là-dedans? Justement, si tout le monde se met ça dans la tronche, tu vois, où est on a notre responsabilité aussi, tu vois, par rapport à ces espèces d'effets Pygmalion, tu vois? J'ai mon avis dessus, parce que même à terme perso, j'ai des amis qui sont énormément dans cette mouvance-là, principalement même climatique, écologique, alimentaire, la surconsommation, etc. Enfin, le monde qui se tire un peu à droite à gauche. Euh, et donc, comment on fait pour se rendre un monde meilleur? C'est un peu ça ta question indirectement, tu vois, si on doit pouvoir être avec cet égrégore collectif, très bien en avoir un qui nous rend service, tu vois, Hmm. aussi. Et donc, d'aller Ouais. vers le... J'ai, pour moi, ça va être un peu... Je suis désolé de te dire ça, je sais pas, peut-être ça peut changer, mais j'ai le sentiment que l'égrégore, donc le pouvoir du mastermind, est l'élément qui, en tout cas pour moi, m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et tu connais avec le cercle d'élévation, avec Gaëtan, etc. Ça, c'est juste incroyable. Mais bon, au niveau mondial et planétaire, il y a des égrégores tellement forts, mais tellement négatifs, qui font que la population, il y a des guerres, il y a des trucs, il y a de la... etc., etc. Et moi, j'ai le sentiment que euh, on ne récoltera pas nous, en tout cas pas notre génération, les fruits d'un monde meilleur. Je pense que nous qui on est aujourd'hui sur toutes les personnes de la planète aujourd'hui, on ne découvrira pas ce que c'est que la vraie harmonie sur la Terre, Hmm. avec les personnes qui rentrent vraiment dans une mouvance spirituelle, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans le faux spirituel, encore aujourd'hui, Ça vraiment. avance. J'ai jamais vu des gens aussi spirituels et tellement désalignés, mais contraire, au contraire, je trouve ça bien parce que on est au début pour moi de quelque chose. On n'en récoltera jamais les fruits, c'est ce que je disais à justement mes amis sur l'écologie, sur le truc, sur le machin. Et je te dis la vérité, c'est là où je veux en venir, je tourne un peu autour du pot, c'est que je pense que on aura besoin d'avoir un grand moment de chaos pour pouvoir soit tous mourir, vraiment, une destruction, un truc comme ça, pour repartir sur quelque chose de nouveau. J'ai vraiment le sentiment qu'il faut comme dans un immeuble que tu veux créer, il faut péter l'ancienne maison et redevenir. Alors, il y en a qui diraient, mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour. Je suis complètement d'accord, mais quand tu regardes l'égrégore planétaire et collectif mondial, et même les gens au quotidien, on est foncièrement tous égoïstes, on est foncièrement, on n'a même pas encore développé 1% de notre spiritualité, même les plus grands de cette planète, etc. Donc moi j'ai vraiment le sentiment qu'on a besoin de tous de pouvoir disparaître de cette planète pour remettre quelque chose de nouveau, un peu comme le cycle hivernal où ces feuilles mortes de l'arbre tombent pour laisser la Ouais, place ouais, à d'autres. ouais. Mais de toute Je façon, pense qu'on n'est pas, je pense que nous, on est dans l'hiver planétaire et qu'on a besoin ouais. peut-être de fixer des petites bases qu'on peut essayer de faire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se battent, c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent essayer d'amener un meilleur monde aujourd'hui. Je pense pouvoir en faire partie, ou indirectement, j'ai plus envie de tirer le monde vers le haut que vers le bas. Euh, mais tu vois, aujourd'hui, il manque énormément d'écologistes multimilliardaires. Il manque énormément d'activistes véganes multimilliardaires. Il manque énormément de personnes spirituelles, bienveillantes, multimilliardaires. Et donc, j'ai le sentiment que la meilleure façon, ou une des portes, et qui est ma porte, de pouvoir aider à faire de ça, enfin, de cette planète un monde meilleur, c'est en donnant les codes, les mécanismes, les us et les coutumes de ces plus grands qui contrôlent, tu vois, le monde avec Hmm. l'argent, le financier, les levées de fonds, parce que ça fait partie de ça, hein, l'equity, les milliards qui brassent sur les trucs qu'ils mettent dans des boîtes, mais ils mettent dans des boîtes qui, des fois, ne servent pas ultimement la planète, etc. Donc, il faudrait plus de personnes en contrôle de l'argent qui ont une vraie vision de pouvoir aller vers l'avant. Et après, c'est débattable, Alex, parce que qui te dit que ceux qui ont l'argent aujourd'hui ne pensent pas faire le bien aussi?
Ouais, de toute C'est façon, ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui donnent le plus, déjà. Et ouais, par exemple, tu vois, là, je suis en train de lire un bouquin sur les 20-80 et il peut y avoir 1 million de donneurs et il va y avoir 10 mecs qui vont donner plus qu'1 million de personnes. Et les 10 mecs qui donnent plus, c'est ceux qui ont le plus d'argent. Comment ils ont fait l'argent? Peut-être en bien ou en mal, mais ça n'empêche que derrière, ils donnent à des charités, ils donnent, etc., etc., tu vois. Et je suis en train de lire un bouquin là sur la divine matrice de Greg Braden, tu vois, un peu dans le même délire que Joe Dispenza et compagnie. Et il parle justement de ce seuil de 1% où ça a été prouvé. Ils ont fait des recherches scientifiques, ils ont fait des expériences, que quand il y a 1% d'une communauté, quelle que soit la taille, il suffit d'1% pour que ça influe sur le comportement général. Tu vois, parce qu'en gros, l'idée du bouquin, c'est que tout est interconnecté, une espèce de toile avec plein de cordes, tu vois. Ça parle d'ailleurs de la théorie des cordes, tu vois, un peu dans le quantique. Et il parle justement, il dit ça, il suffit d'1% pour que le changement s'opère, tu vois. Donc, mm. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau mondial, on n'est pas encore à 1% sur ce que tout le monde dit vouloir en termes de prospérité, de sérénité, tu vois. Et c'est hyper intéressant. Mais je suis d'accord dans le sens où, alors, je pense qu'il y a beaucoup trop. Tu vois, moi, par exemple, je ne suis pas du tout éco-anxieux. Enfin, je veux dire, si tu commences à tomber là-dedans, c'est fini en fait, tu vois. Et j'ai pas envie de jouer le jeu des médias qui te bourrent le crâne. Tu vois, je me dis, attends, bon, peut-être parce que je suis à l'étranger aussi, mais quand j'entends des fois, la dernière fois, ouais, bah, il peut y avoir des coupures d'électricité en France, je suis là, mais quoi? Mais comment on en arrive là? Tu vois, pour moi, c'est pas possible, quoi. Et à contrario, tu vois, moi j'avais une phrase que mon grand frère m'avait sortie, mais il y a peut-être il y a 20 ans, il a 29 ans maintenant, donc il y a 20 ans, et qui m'a dit, aujourd'hui, il n'y a jamais de toute l'histoire de l'humanité eu un monde meilleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute l'histoire de l'humanité, on vit dans le meilleur des mondes aujourd'hui, de ce Hmm. que l'évolution a pu avoir d'avant, par rapport aux époques précédentes, etc. Et donc, je pense pour moi, sincèrement, que en fait, on fait que évoluer vers un monde meilleur tout le temps, en fait. Ouais, ça passera, tu vois, regarde, le moment le plus sombre de la journée, c'est juste avant l'aube, juste avant le lever du soleil. Je me souviens quand j'avais assisté à l'accouchement de mon petit, le moment où ma femme a eu le plus mal, c'est la fraction de seconde avant que le petit sorte. Tu vois, il y a toujours ce moment de contraction où c'est forcément dur pour que derrière, tu sais, c'est comme le Big Bang. Le mec, dans le bouquin, il parle du Big Bang. En gros, il parle d'une théorie où en fait, c'était rien, mais c'était un amas d'énergie et tu vois, comme ça. Et je pense que là, on arrive à ce moment de très grande contraction qui va amener, peut-être dans la douleur, mais qui va amener sur un nouveau paradigme. Et effectivement, peut-être que de donner du vivant, on ne le verra pas. Et peut-être que ça sera après à nos enfants de payer les pots cassés, mais peut-être aussi que eux ils verront cette. Par contre, je pense que ça va être vraiment au niveau mondial et que ça sera du jamais vu, quoi. Ouais, Ah, c'est évident. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut utiliser les mécanismes des plus puissants, tu vois, aujourd'hui. Et, et s'asseoir une forme de sécurité sur ce que tu peux avoir, etc. C'est aussi pour ça qu'on essaye de pouvoir construire, c'est pareil, des business qui puissent durer, d'essayer d'être curieux, d'essayer de voir les autres mondes, d'essayer d'avoir un esprit d'anticipation, de se dire, OK, si tu sais exactement comment le monde va se finir, tu vois, imagine, tu dis, bah, OK, ça y est, bah, les business vont s'écrouler, il y a ça. OK, bah, comment tu développerais ton activité alors aujourd'hui? Imagine, là, tu as une ouais, image très ouais. concrète de tous les secteurs d'activité qui vont se péter la gueule, tous les secteurs d'activité qui vont réussir, les tendances, les courbes, les KPI, les machins. Imagine, tu as une vision très claire de ça. OK, comment tu fonctionnerais? C'est quoi les actions que tu ferais aujourd'hui dans ton business, tu vois, sur, Ouais, tu sais, de façon plus générale, imagine, tu sais que tu vas mourir, comment tu fais? Comment tu vis aujourd'hui, tu vois? alors ouais, bon, ça c'est plus dur. Je pense qu'on peut davantage prédire un peu des tendances économiques ou comment ça va, Mais comment un spoiler, marché. spoiler, on va mourir, Max, Oui, toi et moi. c'est sûr. Mais ça, tu vois, c'est une bonne question. Parce que, enfin, je rebondis dessus, c'est les tendances de marché. Et est-ce qu'on tend vers ou est-ce qu'on s'éloigne d'eux? Ça, c'est important, tu vois, de se poser cette question. C'est,
Tu vois, là, avec l'IA, par exemple, c'est est-ce qu'on tend vers l'IA ou est-ce qu'on s'éloigne d'eux? Et en fait, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça va arriver. Tu vois, dans les années 2000 et les débuts de l'e-commerce, est-ce qu'on tend vers les achats en ligne ou est-ce qu'on s'éloigne d'eux? Tu vois, et Jeff Bezos, il dit, bon, bah, je vais créer Amazon, en fait. Et parce que j'ai cette Mm. vision que dans 20 ans, dans 30 ans, il y a tout le monde qui achètera en ligne avec une facilité, genre démesurée. Et donc, qu'est-ce que tu peux créer aujourd'hui, tu vois, qui tend vers et qui va peut-être mettre 20 ans, 30 ans à avoir le poids que c'est, enfin, le poids que c'est-à-dire numéro un au monde, tu vois, pour le coup, sur ça, et ben, c'est exactement ça. Et j'ai fait ma dernière vidéo là sur YouTube avec, et tu en as parlé en plus dans un live avec Ty Chris, les 7 étapes Mm. Ouais, Ty cool. Chris, justement, partage sur les disruptions de marché, et c'est exactement ça en fait. Choisir une industrie qui est gigantesque et mondiale. La téléphonie, ok. Trouver un produit de disruption avec une distribution mondiale, principalement digitale, avec une délivrabilité qui est assez applicable et duplicable dans chaque pays sans les Ouais, sans régulations, logistique, sans les etc. trucs, sans machin. Boum. Mais va sonder autant pour Uber que pour on-off, les gens dans le marché, tu pourras pas, ce qu'on disait au début. Ah oui, oui, ouais, 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 ouais. Salut, est-ce que tu serais prêt à votre fille qui a 16 ans, elle Ben, rentre c'est ce que disait Ford. Si j'avais demandé ce qu'il voulait, il m'aurait dit plus de chevaux. Ouais, et donc, en fait, tu vois, c'est ça aussi les disruptions de marché. C'est que tu ne sais pas vraiment ultimement si ça va, mais tu as des basiques quand même où tu te dis, est-ce qu'on tend vers ou est-ce qu'on s'éloigne d'eux, tu vois? Et avec le marketing, des messages, tu peux faire changer au niveau même mondial hein, des manières de consommer, hein, tu vois, sur ça. Et aujourd'hui, tu préfères laisser ta fille dans un Uber que qu'elle rentre avec son pote ou ses amis en voiture. Parce que tu te dis, merde, mais ils vont rentrer en voiture. Mais peut-être qu'il y en a un qui a bu. Non, je prends Uber. Je préfère que tu rentres avec tes amis, même si je les connais. Tu vois, enfin, c'est hallucinant, tu vois, aujourd'hui. Tu te dis ça. Ouais, ouais. Et moi, je l'ai fait, tu vois, avec ma petite sœur, elle m'avait appelé, il était 1 h du mat, elle me dit, ouais, je dois rentrer, mais là, ils sont en voiture, ils veulent rester. Je me suis dit, ouh là là là, je peux commander un Uber. Enfin, tu vois le niveau de truc, tu vois, aujourd'hui, tu fais plus confiance à un Uber qu'à tes potes maintenant en voiture. C'est Ouais, ouais, fou. ouais, ouais. Mais je me disais, la dernière fois, je me disais, parce que moi, j'ai découvert Internet, tu vois, dans le sens où il y a eu un avant et un après Internet dans ma vie. Et j'ai découvert Internet, j'avais 15 ans, tu vois, avec la DSL. Si tu étais en ligne en même temps, ben, tu pouvais pas. Enfin, tu vois, on a découvert Internet, quoi, tu vois. Et je me dis, dans 15 ans, quand mon fils pourra, lui, il m'apprendra des trucs technologiques, je me dis, dans 15 ans, à quoi ça va ressembler? Ça va tellement de plus en plus vite. C'est un truc de dingue. T'as des gars, tu vois, ils se posent sur ça et ils utilisent le pouvoir de l'égrégore pour justement brainstormer et échanger sur ça. Hmm. Sauf que eux, ceux qui le font aujourd'hui, c'est qui? C'est les plus grands fonds d'investissement du monde qui se réunissent entre eux, qui ont de l'oseille, qui disent Et qui sont OK, initiés. exact, Qui sont mais initiés il à y a ce genre enfin, je vais pas dire rituel, mais ce genre de pratique et qui en exact. connaissent la puissance. Certains consciemment, d'autres inconsciemment, parce que Hmm. c'est peut-être été transmis, tu vois, au niveau de l'hérédité sociale, par leurs parents, la manière de faire, de fonctionner, des habitudes, mais aujourd'hui, c'est ça. Et donc, tu vois, ton fils, là, il a quel âge? 2 ans? Chose comme Ouais, ça? 2 ans, ouais. Et allez, on va se rajouter à 15 ans, quand il aura, non, 13 ans, il aura 18 ans, il sera majeur, tu vois. Donc, à 18 ans, tu te dis, ça va être quoi les futurs besoins? Comment il va s'éduquer? Comment il va se divertir? Comment il va se socialiser? Et tu vois, tu as des gens, ils se disent, OK, comment ça va être? Comment ça... Et donc, tu en as, ils créent le monde de demain. Tu en as aujourd'hui, ils pensent déjà à voir comment ton fils il va se divertir aujourd'hui. Tu vois, est-ce que ça va être dans le métaverse et dans un monde comme ça? Zuckerberg, il y croit. Avec tous les Ouais. milliards qu'il a mis dans Meta, il y croit et il veut que ce soit un monde moitié digital, moitié machin. Prends la logistique, voire même plus loin, peut-être à 50 ans. Je pense que moi, dans 50 ans, j'aimerais trop, tu vois, que la logistique soit dématérialisée. Genre, instantané, tu commandes un truc, tu as un récepteur chez toi et ton produit, il pop. Parce que quand tu sais que tout est énergie, tout est molécule et que Ouais, plus bas la ouais.
de la lumière sur les trucs. Demain, tu peux te dire, bah, tu as des mecs qui créent des petits transformateurs quantiques où tu achètes ton Mac et pouf, il apparaît devant toi Et on sera en directement. hologramme directement, comme les science-fiction. Mais je pense que la suite des appels comme ça, là, ça sera en hologramme, tu vois. Où tu Ah auras bah, mais plein de... ça, on y est. Tu vois, c'est-à-dire que là, je mettrai mes lunettes, on va s'appeler et tu vas être là. Mais ça, c'est évident. Et moi, j'ai hâte d'avoir ce monde-là. Et donc là-dessus, c'est Putain, plus on comme pourra une... être côte à côte dans le métaverse. Ah oui. Tu seras à Cannes, là. Et moi, je sais pas où je serai, mais on sera côte à côte sur la Ah plage. ouais. Et quand tu vois l'IA aujourd'hui qui arrive à créer des trucs de fou, demain avec l'IA, tu pourras créer un film. Tu diras, ouais, mais moi, un cow-boy avec un truc et qui court sur un cheval, il va te sortir un film en 4D, enfin en 4K, un truc de fou. Et donc, les vraies questions à se poser, c'est ces technologies-là qui sortent. Et tu vois, je l'ai dit dans l'IA, dans l'atelier de l'IA de Equity Mastermind, est-ce que tu veux en être l'acteur ou est-ce que tu veux en être l'utilisateur? Tu vois, est-ce que c'est toi Hmm. qui veux créer un vrai mouvement, un nouveau truc, ou est-ce que tu veux en être l'utilisateur? Et aujourd'hui, tu vois, tu peux très bien, et je pense dans le monde du web, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des séminaires comme ça avec l'intelligence, enfin avec l'hologramme. Genre, tu mets tes lunettes, tu es dans En termes une d'expérience salle, immersive, tu dans une salle, tu vois, et tu discutes là avec les gens à moitié. C'est-à-dire, là, je suis dans ma chambre d'hôtel, oui, mais tu peux voir un peu les gens où tu es dans un monde ou dans un truc où enfin, je pense que demain, les gens mangeront au restaurant. Il y aura beaucoup plus de personnes qui mangeront seuls au restaurant, mais ils ne seront pas seuls. Tu auras un gars devant qui mangera avec eux et tu seras là et tu parleras devant avec un mec qui est dans un autre resto à côté ou sur un truc. Enfin, tu as ça, tu vois, après, et tu as plein de trucs. un mot pour finir? Un mot pour finir. Merci beaucoup pour cette interview parce que ça remplit l'intention de ce qu'on avait. On est parti un peu de tout sur le truc. Je n'ai pas l'habitude, tu vois, de ces interviews. On est rentré dans des Ouais, trucs un mais peu c'est plus ce que je voulais, c'est cool. débattables. Tu vois, il y en a qui peuvent dire non, je suis pas d'accord avec ça. Donc, s'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, bah, Ouais, vous savez où nous trouver. vous me trouvez. Venez nous voir, venez nous chercher, là. Vous ne nous La faites pas peur. bagarre. Ok, bon, super. Ben, bon séminaire à Marrakech. Merci pour cet échange. Je prends toujours beaucoup de plaisir à blaguer avec toi, Max. C'est cool. C'est Et pareil. j'espère que ceux qui seront allés jusqu'au bout de la vidéo, ça sera pareil pour eux. À Yes. plus. À plus. Ciao, ciao. Ciao.